J'en peux plus. Ça va l'ami? Oh, trop de souvenirs. Qu'est-ce qui se passe Bernard? Excuse-moi, j'étais en train de me remémorer des souvenirs de guerre. De guerre? Ouais, putain de guerre. T'as fait la guerre toi? La guerre des instruments, tous ces concerts, tous ces musiciens, ces guitaristes, ces batteurs qui étaient là en train de te critiquer parce que tu fais de la basse. Tout ça parce que tu joues avec cet instrument noble, parce que tu n'as que 4 cordes, des fois 5, pourtant des fois 6, hein? Tu penses que cet instrument ne sert à rien? Le bassiste, c'est ça. Putain de guerre des musiciens. Trop de souvenirs. Brian, Michael, Jason. Et la basse, ça sert à rien. La basse, ça sert à rien. Ah, la basse. Rentrez chez vous, les gars. Je vous entends pas. Oui, la basse, enfin, les bassistes sont trop souvent moqués, notamment sur leur importance et leur utilité au sein d'un groupe. Les gens sont cruels! Cruels! Regardez ce que vous avez fait à ce pauvre Bernard. La peste, soit... Ah, on n'a peut-être pas le droit de citer des pièces de théâtre. Putain de guerre. Pas de bol pour ceux qui dénigrent ce noble instrument, puisqu'il fait partie de mes préférés. Je me suis donc dit, non, on ne va pas parler de guitare, de batterie, tout de suite, mais de la guitare basse, plus communément appelée basse ou basse électrique. Vous savez, cet instrument conçu selon le même principe que la guitare électrique, mais avec une tessiture plus grave. Un instrument qui a des... Non. Oui, c'est vrai, excuse-moi, pas de vulgarité. Je lui ai promis d'être un peu sage aujourd'hui. Alors pourquoi créer un instrument électrique de la sorte? Ce qui est sûr, c'est que la basse s'inspire clairement de la contrebasse et a même pour vocation, au départ, de poursuivre le même travail, jouer la ligne de basse, au sein de la section rythmique d'un ensemble musical. En tout cas, ça reste l'utilisation la plus fréquente, mais nous verrons que ça va pas mal changer. Mais de plus en plus, nous allons le voir, la basse va être également utilisée comme un instrument soliste et plus si affinité. Et tout au long du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, de nombreuses techniques, technologies et autres équipements vont permettre à ce jeune instrument de devenir authentique, novateur et surtout essentiel dans la musique. Je vous invite bien évidemment à rester jusqu'à la fin puisque je vous donnerai le nom de mon ou ma bassiste préférée. Et j'aimerais bien aussi que vous fassiez de même dans les commentaires. Dites-moi quel est le ou la bassiste qui vous fait le plus vibrer. Il est temps de voir comment la basse s'est imposée dans le monde de la musique. Et si on remontait le temps ? Son histoire est finalement peu connue ou mal connue. Je dirais même plus. Il y a très peu d'études scientifiques ou même de récits de vulgarisation sur l'instrument en lui-même, que ce soit en français ou même en langue étrangère. Pour résumer le problème, l'histoire de la basse est souvent noyée dans celle de la guitare. C'est pour cela que je salue d'avance le travail effectué par Kevin Jost entre 2007 et 2008 à l'époque. Il était étudiant en musicologie à l'université Marc Bloch à Strasbourg 2 et je me suis beaucoup inspiré de son mémoire sur l'histoire et l'utilisation de la basse électrique. Merci beaucoup. D'ailleurs, Kevin Jost est maintenant auteur de jeux de société et je vous invite à aller visiter son site internet. On va peut-être expliquer rapidement ce qu'est une basse. Oui, bonne idée, professeur Lanotte. Quel bel instrument, vraiment magnifique. C'est qui lui ? Pas de soucis mon ami, vous pouvez compter sur moi. Une basse possède généralement 4 cordes avec un diapason de 34 pouces, soit à peu près 86,34 cm, sa longueur vibrante en soi. Titre : l'instrument est constitué d'un manche et d'un corps qui peut être en bois, plein ou creux. On y retrouve plusieurs micros, des potentiomètres et un chevalet. Et généralement, la touche comporte des frettes qui délimitent les notes, mais pas toujours.
Merci beaucoup, professeur Lanotte. Pas de soucis, mon ami. Mais la basse va connaître de nombreuses évolutions portant sur le nombre de cordes. 5, 6, 9, voire plus. Le diapason ou encore, comme l'a dit notre ami professeur, l'absence de fret. On parle de basse fretless. Ce qui est indéniable, c'est que la basse demeure un instrument proposant des fréquences graves, voire très graves. Mais tout à l'heure, tu nous parlais de contrebasse. Pourquoi créer une basse électrique ? Les prémices de la basse électrique se trouvent tout d'abord dans la volonté d'amplifier électriquement la musique. Rickenbacker commercialise sa frying pan en 1932, ça signifie poêle à frire, et elle est considérée comme la toute première guitare électrique de l'histoire de la musique. La guitare, qui n'est pas notre sujet du jour, je vous l'ai dit, n'est pas le seul instrument que les luthiers veulent amplifier. On cherche à électrifier un instrument grave, la contrebasse. Dès 1933, un certain Hallane et Fire travaillent sur un prototype de contrebasse électrique qui sera bientôt proposé à la vente. Alors oui, on trouve aussi du côté de chez Gibson une tentative de commercialiser une stick bass dès 1924. Et on doit cette idée à un certain Lloyd Lowe. Mais la filiale n'est pas convaincue, le projet est abandonné. Ainsi, dans les années 1930, Rickenbacker et Vega proposent dans leur catalogue quelques modèles de contrebasse électrique. Mais la production va s'arrêter progressivement dans les années 1940. Deux raisons expliquent cet arrêt précoce. Le premier, c'est la Seconde Guerre mondiale qui freine l'expérimentation des instruments de musique et le problème de l'amplification. Il n'existait que des amplis de guitare, mais ces derniers étaient trop fragiles pour retranscrire la profondeur du son grave de la contrebasse. Même avec de la colle Vega pour colmater les HP qui prennent cher, très cher avec les vibrations. C'est ce qu'elle disait. Attention. En parallèle, on cherche aussi à trouver des alternatives à la contrebasse jugée désuète tout en s'inspirant des instruments à cordes traditionnels et à tessiture basse. On peut citer notamment le colaccione datant de la Renaissance, la balalaïka en Russie, le bouzouki en Grèce ou encore le guitarrón au Mexique. Et c'est en 1928 que l'on découvre un premier vrai prototype de basse électrique dans un catalogue grâce à la marque Gibson et non pas Fender. C'est la mando basse, instrument hybride qui, comme son nom l'indique, propose une mandoline basse. Un modèle plus grand avec un diapason de 42 pouces et possédant 4 cordes. Mais l'instrument ne connaît pas un grand succès. Tout cela se justifie par sa taille, son poids, la difficulté de transport et surtout, toujours ce manque de volume sonore. Non, ce n'est pas la taille qui compte. Autant dire que la mando basse ne résout pas les gros problèmes majeurs de la contrebasse. Oui, donc toujours pas de basse en vue. Ne t'inquiète pas, tout va s'accélérer entre les années 1930 et 1950. Quel joli son. La première véritable basse électrique, on la doit à un certain Paul Tutmarc. Paul Tutmarc est né en 1896. Il baigne très tôt dans le milieu de la musique puisqu'il chante, joue de la guitare et du banjo dans la chorale de sa paroisse. Quand il s'installe à Seattle, il enchaîne d'abord les emplois avant d'être reconnu comme chanteur, ce qui lui permet d'ouvrir son école de musique où il enseigne la guitare en 1929. En parallèle à son activité d'enseignant, Paul Tutmarc se produit à l'époque avec un groupe où il joue de la guitare hawaïenne. Et c'est pendant cette période qu'il commence ses premières expérimentation en compagnie de son associé Art G. Stimson. Ils construisent ensemble un micro en s'inspirant des micros pour téléphone. Tutmarc va le placer dans une guitare et relier le tout à une radio qu'il modifie pour la transformer en ampli de fortune. Et les grandes marques comme Rickenbacker ou Dobro sont encore en train de développer leur modèle de guitare électrique. Donc Paul Tutmarc est convaincu de la nouveauté de son invention. Pourtant, il ne dépose pas de brevet pour son micro, ce qu'il aurait vraiment dû faire vu ce que je vais vous raconter après. En 1932, il découvre les modèles fabriqués par les grandes firmes qui en fait ont repris son concept. Et surtout, il va tomber des nues lorsqu'il va apprendre que son associé, son ami, a vendu les plans du micro à Dobro dans son dos. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Malgré cet échec, Tutmarc continue de travailler sur ses instruments nouveaux. Il va même ouvrir en 1934 sa compagnie qu'il va appeler Audiovox. Attristé par la solitude du contrebassiste obligé de partir seul sur les routes
à cause, on peut le dire, son gros machin. Tutmarc travaille sur un prototype d'instrument plus petit et plus fin. Non mais à couper, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. L'Electric Bass Fiddle, qui sera commercialisé au printemps 1937. Cette basse électrique possède un diapason de 30 pouces et demi. Actuellement, on est entre 30 et 34 pouces. Malgré cette innovation, qui est comme pratique pour les contrebassistes, blasés de porter le poids d'un âne mort dans les rues après leur concert, l'Electric Bass Fiddle ne connaît pas le succès escompté. L'instrument n'est vendu qu'à une centaine d'exemplaires dans les alentours de Seattle. Pas de bol pour Tutmarc. Il va falloir attendre l'arrivée d'un certain Leo Fender pour que la basse électrique se développe enfin. Alors que l'Electric Bass Fiddle est un échec, on peut se demander finalement pourquoi et comment Fender va réussir à imposer son invention si proche de celle de Tutmarc. C'est en fait une histoire de chance, de timing, mais aussi de contexte social, culturel et technologique. Celui où les recherches dans le domaine de l'amplification se sont multipliées à la fin des années 1940, mais aussi celui où la société de consommation va se développer dans le monde, principalement en Occident. Ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque de Tutmarc. On était en pleine Seconde Guerre mondiale, donc c'était pas évident. Évident, hein. Il ne restait plus qu'au génie de Fender d'être à l'écoute des désirs des musiciens pour construire l'instrument qui leur conviendrait le mieux. Né en 1909, en Californie, Fender fait de la musique depuis sa tendre enfance. Il fait du saxophone, du piano, du chant, mais pas de guitare. Après avoir enchaîné quelques emplois, il décide d'ouvrir son magasin de réparation de radio qu'il va diversifier très rapidement à partir de 1946. Il commence à vendre des guitares électriques et des amplificateurs en s'associant avec Don Randall. Fender, qui s'intéresse de plus en plus aux guitares, et plus particulièrement aux guitares électriques, décide de construire son premier modèle avec l'aide de son ami George Fullerton. C'est la fameuse Broadcaster en 1950, plus tard renommée Telecaster. On l'a dit, Fender est très à l'écoute de ses clients en améliorant ses modèles en fonction des attentes des musiciens. Bien évidemment, des contrebassistes vont commencer à venir toquer à la porte de Fender. Vous vous doutez bien pourquoi. Ce son! Tout à fait. Comme Paul Tutmarc, Leo Fender a pour but, en construisant sa basse, de venir en aide aux contrebassistes qu'il veut libérer de cette grosse niche d'instruments, mais la nouveauté est qu'il ne s'adresse plus uniquement aux contrebassistes, mais également aux guitaristes. La Precision Bass, ou la basse précision, est née. Elle est conçue pour satisfaire ces musiciens aux attentes très différentes. Tout d'abord, les contrebassistes, n'ayant plus d'amis. Donc moi j'ai pas d'amis, monsieur Bourdin. J'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis. Le dos, et qui sont de plus en plus dépassés par le manque de puissance sonore. Deuxièmement, les guitaristes voulant vivre de la musique. Je m'explique. En fait, en inventant la basse électrique, Fender va permettre aux guitaristes studio de pouvoir doubler leur cachet en enregistrant d'un côté les prises de guitare, mais aussi de basse. Habile, Bill. Et oui, en développant un modèle très proche de la guitare, Leo Fender avait compris que les guitaristes représentaient des futurs acheteurs potentiels bien plus nombreux que les contrebassistes. Il est malin. Autant dire que Fender était un génie du marketing avant l'heure. Pour construire sa basse, Leo Fender s'est inspiré du Bigger Full Bass que Gibson a utilisé pour sa Mando Bass. Il va prendre comme base sa nouvelle guitare, la Telecaster, qu'il a récemment commercialisée. Il va essayer plusieurs diapasons pour sa basse, 30 pouces, 32, 36. Finalement, il opte pour un diapason de 34 pouces qui est aujourd'hui encore le standard pour les basses électriques. C'est le meilleur compromis entre l'espacement des frettes et aussi l'épaisseur des cordes. Car il faut savoir que plus le diapason d'une basse est petit, plus les cordes doivent être épaisses pour obtenir la hauteur désirée. Et puisque plus une corde est épaisse, moins elle est tendue, il faut avoir des cordes assez fines pour avoir une tension permettant de produire un son correct. Ah, c'est pas faux. Là encore, Leo Fender pense aux musiciens en choisissant le diapason de son instrument. Il ajoute également à sa basse des étouffoirs cachés sous les plaques de protection du micro et du chevalet, qui disparaîtront d'ailleurs plus tard, mais à l'époque, ils sont indispensables car les musiciens recherchent un son se rapprochant du slap de la contrebasse. Le slap, c'est-à-dire quand on tape sur les cordes de la basse, comme une sorte de
de percussion en fait. Le but premier de la basse de Fender est donc d'imiter la contrebasse. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de société de consommation. En effet, à partir des années 1950, l'instrument de musique ne va pas se limiter par son côté pratique, il va devenir un objet de consommation à travers sa matérialité, c'est-à-dire sa production industrielle. Fender va le comprendre tout de suite en prêtant une attention toute particulière dans la création de ses instruments et notamment de la basse, en insistant sur le côté visuel et pratique de ses créations. On peut citer par exemple l'invention du premier ampli Fender, le Bassman, puis plus tard le développement d'un nouveau modèle de basse, la fameuse Jazz Bass en 1960. C'est un modèle qui doit permettre de convaincre les contrebassistes de passer à l'électrique. Et même après avoir cédé sa société à CBS, pour des raisons de santé, Leo Fender continuera avec sa nouvelle marque, Music Man, de lancer des modèles, et on pourrait citer sa fameuse Stingray en 1976. Même en 1979, il fonde la société G&R avec son ami de toujours George Fullerton et va continuer à développer des basses et des guitares jusqu'à sa mort le 21 mars 1991. Il n'a d'ailleurs jamais cessé d'expérimenter de nouveaux matériaux, de nouvelles formes, quitte à remettre en cause les canons qu'il avait établis quelques années plus tôt. On peut donc le dire, c'est un pari réussi pour Leo Fender avec la basse qui est en train de devenir un instrument de plus en plus populaire. Mais pour promouvoir cette nouvelle invention, c'est Leo Fender lui-même qui va faire la tournée des nightclubs et des salles de concert. Le premier qu'il va réussir à convaincre d'utiliser une basse, c'est le jazzman Lionel Hampton. Nous sommes au tout début de l'année 1952 et Fender vient présenter cette nouvelle invention à Hampton à New York. Ce dernier l'intègre de suite dans son orchestre qui est séduit par le son et la puissance de ce nouvel instrument. Il demande ainsi à son contrebassiste Roy Johnson d'en jouer. Le public va se rendre compte très vite que quelque chose diffère de d'habitude. On ne voit pas de contrebassiste, mais on entend un gros son de basse. On voit pourtant deux guitaristes sur scène, mais un seul son de guitare. Puis, en s'approchant de plus près, le public se rend vite compte que l'un des deux gratteux en tient une bien plus imposante. Titre! Non, il n'y a pas de connotation dans ce que je viens de dire. Il est clair que la basse va mettre un peu de temps à se démocratiser, considérée par certains comme un instrument bâtard. Et là, on censure pas. Tu sors les choses de leur contexte aussi. Mais pourtant, des grands noms tels que Monk Montgomery, sceptiques au départ, vont faire connaître la basse Fender mondialement à travers de nombreuses tournées et de campagnes publicitaires dans les années 1953-1954. La basse commence ainsi à se vendre en Europe. On ne va pas tarder à voir apparaître des musiciens européens et des futurs fabricants s'intéresser à l'instrument. En effet, certains musiciens comprennent très vite l'utilité d'un tel instrument. Déjà, la puissance et la qualité sonore, et puis la facilité de jeu. Et il faut le reconnaître, la facilité de transport. Le bassiste va enfin avoir des amis. Juste pour être sûr, toi et moi, on sera jamais amis. Ok papa, je vais t'ajouter. Ah cool. Il avait des amis, c'est pas ça le problème, c'est juste qu'il était un petit peu seul dans sa voiture. Hein. Ouais, c'est pas... Avec qui parler en voiture? Enfin. Du côté des fabricants, on est face à une concurrence de plus en plus féroce. D'abord, ceux qui prédisent une mort programmée de la basse, je vous laisse deviner, hein, ce sont généralement les fabricants de contrebasses qui font clairement la gueule, hein, on peut le dire. Puis les autres constructeurs qui vont se lancer dans la course à la 4 cordes. D'abord, l'entreprise new-yorkaise Kay en 1952, on peut citer la K162, qui est d'ailleurs la première basse de Donald Tuckton, qui... Oh, c'est juste un bassiste de malade qui a collaboré avec Stax Records, avec Neil Young ou encore Eric Clapton. Ah ok, d'accord. Gibson, qui sort son Electric Bass One en 1953, puis Hofner, Rickenbacker, ajoutant respectivement à leur catalogue en 1955 et en 1957 leur premier modèle de guitare basse. Et chaque fabricant tente d'apporter une innovation à sa basse. Gibson décide d'utiliser un diapason de 30 pouces, qui est un standard aujourd'hui des short scales. Dan Electro propose en 1956 une guitare basse qui a la particularité d'être une guitare accordée une octave plus basse. Fin des années 1950, toutes les grandes marques américaines proposent au moins une basse dans leur catalogue. Et les stars de l'époque, tels que Jerry Lee Lewis ou Elvis Presley, vont contribuer au succès de l'instrument en l'intégrant dans leurs chansons. La basse devient donc indissociable du
rock'n'roll. Et de tous les genres que le style va engendrer par la suite à partir des années 1960. Entre les années 1960 et les années 1970 surtout, la guitare basse commence à s'imposer dans les studios et sur la scène. Pendant cette période, même si c'est surtout la basse 4 cordes qui s'impose, l'instrument va être un véritable laboratoire d'expérimentation et d'innovation, plus ou moins efficace. L'instrument est devenu incontournable et chaque fabricant va essayer d'apporter sa pierre à l'édifice à travers une étroite collaboration entre les luthiers et les musiciens, à la manière de Leo Fender. On peut citer par exemple la fabrication des premières vraies cordes de basse par la société Squier pour Fender, société qui sera rachetée par cette dernière. On parle de cordes à filet rond qui vont remplacer les vieilles cordes à filet plat destinées, elles à l'époque, aux contrebasses. En effet, avec l'apparition du rock en Angleterre, la musique devient plus sauvage, plus puissante, et les bassistes ont donc besoin d'un son plus tranchant, leur permettant de marquer le rythme de manière plus forte. On peut en citer quelques-uns. John Entwistle, des Who. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des cuisses de poulet, de la salade et du taboulet. Ça, c'est un super pique-nique. Ou encore Bill Wyman des Rolling Stones. Très fan des basses fretless d'ailleurs. Parlons aussi un peu de l'invention des basses à cordes doublées. Dès la fin des années 1960, des bassistes comme John Paul Jones, des Led Zeppelin ou encore John Entwistle, encore lui je sais, des Who, utilisent des basses à 8 cordes. Et l'idée d'adjoindre des chœurs aux instruments à cordes n'est pas nouvelle, puisqu'à la Renaissance, ils avaient déjà pour but de donner un volume sonore plus important à l'instrument, comme par exemple sur les luths. Pour la basse électrique, l'intérêt principal est finalement de couvrir une tessiture plus grande et de remplir les espaces vacants dans une formation de power trio par exemple. Sa toute première utilisation en studio se fera d'ailleurs sur le disque de Jimi Hendrix, le mythique Electric Ladyland en 1968. Pendant la décennie 1970, la basse continue d'évoluer énormément à travers le choix des bois, la qualité des finitions et le développement des micros. Une marque américaine illustre parfaitement cette période, il s'agit d'Alembic. Alors que les grandes marques comme Fender ou Gibson continuent d'améliorer leurs modèles déjà existants, trois amis, Rick Turner, Ron Wickensham et Bob Matthews, montent leur boutique de réparation et de vente d'instruments de musique à Novato en Californie. Novato, comme vous voulez. Ils y rencontrent le groupe Grateful Dead avec lequel ils commencent une collaboration qui sera très fructueuse. Alembic cherche à améliorer la qualité du son en s'occupant de tout. Les instruments, les micros, les amplis et même les systèmes d'enregistrement. Mais par manque de moyens, ils commencent par customiser des basses du commerce, notamment de Phil Lesh de Grateful Dead, mais aussi pour Jack Cassidy qui officiait à l'époque dans le fameux groupe Jefferson Airplane. Mais l'album! Quel album? Jefferson Airplane, White Rabbit. Je veux de la musique qui fait monter! Putain, t'es foutu. D'ailleurs, c'est pour ce dernier qu'ils vont construire leur première basse en 1971. Malgré quelques soucis financiers, Alembic continue de séduire des musiciens de plus en plus nombreux. On peut citer Stanley Clarke, sans compter qu'Alembic innovera en utilisant du bois exotique et en ajoutant un système électronique actif. Et ce sont les premiers à le faire. C'est quoi ça? En gros, ta basse dispose d'un préamplificateur qui est alimenté par une pile 9 volts. Tu sais, le truc qui coûte ultra cher aujourd'hui et que seuls les musiciens utilisent. C'est ça, c'est à moi. Oui, il faut que je regarde la caméra, effectivement. Putain de pigeon. Ce dispositif a pour but de réduire l'impédance d'entrée des micros tout en augmentant le niveau de sortie. Il en résulte finalement un gain dans les fréquences extrêmes, mais aussi une plus grande clarté et une meilleure définition du son. D'ailleurs, il est à noter que la production d'Alembic reste artisanale, ce qui fait rentrer la basse dans une nouvelle ère que les anglophones nomment high end basses, c'est-à-dire les basses nobles de qualité supérieure. Et il suffit de comparer la différence de prix à l'époque, puisqu'en 1975, une basse produite par Alembic coûtait environ 1250 $, alors que la Fender la plus chère était vendue à 430 $. On comprend bien que les bassistes vont commencer à être considérés comme des musiciens ayant des besoins spécifiques et très particuliers. J'ai des goûts très particuliers. Vous ne pourriez pas comprendre. Alors initiez-moi.
Donc plus question de juste faire un copier-coller de ce qui fonctionne avec les guitares. Non, ça c'est terminé, hein. Car oui, le bassiste, le vrai ou la vraie, est à la recherche d'une reconnaissance que les industriels de la musique ont très bien compris. Surtout que c'est le début des premiers virtuoses de la basse. On peut citer Anthony Jackson, à l'origine de la six-string contrabass guitare en 1975, une basse électrique à 6 cordes conceptualisée par Carl Thompson, soit 2 de plus que la basse traditionnelle. On peut aussi évoquer Jimmy Johnson qui se fit construire par Alembic une basse 5 cordes en 1975, et c'est la toute première avec un si grave de l'histoire. Cette période voit aussi l'apparition de la basse à 12 cordes. C'est le bassiste américain Tom Peterson du groupe Cheap Trick qui sera le premier à en commander une à la société américaine Hammer en 1977. Chris Squire ou encore Tony Senator utiliseront aussi cet instrument. Enfin, les années 1970, surtout la fin de la décennie, sont aussi une période où les courants musicaux de l'époque mettent justement la basse à l'honneur avec le funk, le disco, le jazz fusion. Mais qu'en est-il des années 1980 ? À partir des années 1980, les ordinateurs et les synthétiseurs vont prendre une place très importante dans des musiques comme avec la New Wave, la musique électronique, type House Music. Et encore une fois, les luthiers vont suivre cette évolution. Dès la fin des années 1970, Alembic et Modulus commencent à travailler sur des matériaux nouveaux, notamment le carbone et le graphite pour le manche. Mais celui qui va faire accélérer le mouvement de l'innovation d'une basse au design novateur, c'est Steinberger. Tout comme Leo Fender, Ned Steinberger n'est absolument pas destiné à la conception d'instruments de musique. Alors il n'est pas du tout musicien, mais designer dans les fournitures de bureau. À la fin des années 1970, il rencontre le luthier américain Stuart Spector et s'intéresse aux travaux de ce dernier. Même s'il avoue qu'à l'époque, il connaît à peine la différence entre une guitare et une basse. N'est-ce pas, Charlotte ? Le maître mot pour Steinberger est l'ergonomie, tout comme pour Alembic et Modulus. Il utilise le carbone et le graphite, mais pas seulement pour les manches. Steinberger décide de les utiliser pour construire sa basse entièrement. Le son produit est parfaitement plat, ce qui tombe vraiment bien car c'est le type de sonorité que de nombreux nouveaux bassistes cherchent à obtenir. Mais attendez, ce n'est pas fini puisque Steinberger va encore plus loin, il fait en sorte que sa basse soit headless, ce qui veut dire qu'elle n'a pas de tête. Pour moi c'est un plaisir que de sortir choupette. Il est où le cucu, elle est où la tétette? L'accordage des cordes est assuré par un nouveau type de chevalet qui ne se trouve plus au niveau de la tête, hein, juste là. C'est une basse plus facile à jouer et plus légère et donc plus facile à transporter. D'ailleurs, sur d'autres modèles plus tardifs, le constructeur intégrera aussi un système appelé Transtrem, permettant aux musiciens de désaccorder toutes les cordes d'un ton vers le haut ou vers le bas en poussant simplement un levier. Mais il n'y a pas que des innovations futuristes, puisqu'au milieu des années 1980, on assiste à l'augmentation du nombre de bassistes virtuoses et attachés à une fabrication dite classique, notamment à travers les basses à 6 cordes. On peut citer Gary Goodman ou encore Alain Caron du groupe Uzeb. Ce genre de basse séduit et permet d'élargir les possibilités expressives avec le développement du jeu en accord, mais aussi du tapping à deux mains. Il ne faut pas généraliser puisque des bass heroes comme Billy Sheehan ou Michael Manring sont restés fidèles à la 4 cordes. Les années 1980 nous proposent ainsi deux courants de bassistes. D'un côté, on a les adeptes des basses des origines, appelés vintage, et de l'autre côté, ceux qui poussent les luthiers à innover et à construire des basses reprenant les dernières avancées technologiques, l'électronique active ou les manches en graphite. La fin des années 1980 voit aussi l'apparition des basses électro-acoustiques. Surtout que nous sommes à cette époque en plein retour à la mode des musiques acoustiques, notamment grâce à l'émission MTV Unplugged. Forcément, ça encourage les fabricants à concevoir des beaux instruments acoustiques. On peut citer des marques comme Takamine, Tacoma, Guild ou Ovation. D'ailleurs, le bassiste suédois Jonas Hellborg ne joue que sur des basses électroacoustiques. Si on résume un peu la situation des différents types de basses qui sont les plus commercialisés depuis les années 1990. De manière générale, la basse la plus vendue et la plus pratiquée reste toujours la 4 cordes. Derrière elle, c'est la 5 cordes qui est rentrée dans les mœurs depuis les années 1970. On l'a vu grâce à des styles mettant l'instrument très en avant.
funk, disco, etc. Puis, on retrouve généralement 4 autres types de basses, celle à cordes doublées, qui reprend le principe de la guitare à 12 cordes, celle possédant au minimum 6 cordes, celle pourvue d'au moins 24 frettes, ainsi que les sub-basses, c'est-à-dire les guitares basses accordées une octave en dessous de la basse standard. Mais les luthiers continuent d'innover. En 1995, Bill Conklin construit la première basse à 9 cordes et à partir de là, toutes les possibilités vont être explorées. 9, 10, 11 et même 12 cordes. Je vous demande de vous arrêter. Par exemple, Gary Goodman fera office de pionnier en 2005 puisqu'il sera le premier à jouer sur une basse 12 cordes avec 36 frettes. Cette basse possède un ambitus de 8 octaves équivalent, si vous voulez, à celui d'un piano. Et on peut en citer pas mal des bassistes jouant sur ces nouveaux modèles. Jean Baudin, Yves Carbone pour ne citer que. Ce phénomène est très intéressant puisque ce genre de bassiste endosse un nouveau rôle, celui du musicien seul sur scène ou au moins celui du soliste. Mais le début du 21e siècle voit aussi l'apparition des premières basses à modélisation. En 2005, Line 6 sort sa Variax Bass. Cette technologie s'appuie sur les avancées faites dans la recherche sur le son. Le fonctionnement de l'instrument est très simple. On a un capteur piezo qui traite les vibrations de l'instrument et il envoie un signal électrique dans un processeur qui modifie le signal en fonction des données qu'a enregistrées. Plus concrètement, le bassiste dispose d'un sélecteur lui permettant de passer instantanément d'un son de jazz bass à un son de Rickenbacker et avec l'aide d'un programme s'appelant Rock Bench, le bassiste peut même construire sa basse en choisissant la nature du bois, les types de micros et même leurs emplacements. L'autre dernière grande innovation concerne les micros. On peut citer la société nancéenne Optomic qui a mis au point en 2005 un capteur photoélectrique. C'est le Quadraphonic QB4. Il s'agit d'un chevalet muni de 4 diodes, une par corde finalement, qui capte et convertit les variations lumineuses en signal électrique. Grâce à cela, la capture du son ne souffre d'aucune interférence. De plus, il est possible d'utiliser n'importe quelle corde, que ce soit métallique, synthétique ou naturel. Le bassiste peut aussi choisir de régler individuellement le niveau de sortie de chaque corde et le micro offre également une meilleure réponse sur l'ensemble des fréquences. Reste à convaincre les bassistes attachés aux instruments classiques. Seul le temps nous le dira. Ouais. La basse est donc un instrument devenu en très peu de temps essentiel, inévitable, culte, puis on l'a vu, la basse a su évoluer avec le temps et les technologies tout en respectant son caractère authentique, permettant à tous et à toutes de s'exprimer sans limite et dans tous les styles de musique, du rock, en passant par le rap, la variété, même la musique classique. Ça c'est beau. C'est ce qui fait que la basse n'est pas près de disparaître des catalogues et surtout des scènes de concerts et des studios. J'espère que cette riche histoire, mais trop méconnue de la basse électrique vous aura plu et sans plus attendre, laissez-moi vous parler de mon bassiste préféré. Le choix fut difficile, mais je suis très sensible au jeu de basse de Sergio Vega. Oh, c'est qui ça encore? C'est juste le bassiste du groupe de post-hardcore Quicksand et de metal alternatif Deftones. J'adore. Ce que j'aime chez lui, c'est déjà son principe de base. Yeah, no fingers, picks. Ce qui veut dire littéralement pas de doigts. Pas de chocolat. Mais des médiators. Car oui, il y a un vieux débat qui sent un peu le caca sur le fait que la basse, ça se joue au doigt, et gna gna gna, et gna gna gna. Les gens font bien ce qu'ils veulent en fait. Je joue des deux, alors donc... Plus sérieusement, Sergio Vega est un bassiste très reconnu par la scène hardcore new-yorkaise. Il a joué notamment avec Collapse, Absolution et puis avec Quicksand dans les années 1990. Ensuite, il commencera une carrière solo dans les années 2000. Enfin, de manière brutale, il remplacera le bassiste de Deftones, Chi Chang, victime d'un terrible accident de voiture et plongé dans le coma en 2008. Il décédera malheureusement en 2013. Chi Chang, tu nous manques. Vega joue principalement sur des Fender Jaguar, comme ce modèle-là, voilà, ce modèle qui est juste ici, un homme de goût en soi. Et il va même innover avec Deftones en utilisant une Fender Bass 6 et même la version Square.
Contrairement à Chi-Cheng qui était un joueur de fingerstyle, c'est-à-dire qui jouait avec les doigts, Vega joue de la basse avec un Mediator. Ce qui lui permet d'avoir un jeu très proche de celui d'un guitariste, que ce soit à travers des gros riffs bien tranchants, bien méchants, parfois même complétés par une grosse distorsion, ou bien à travers ces lignes mélodiques ultra riches et planantes. Je vous invite d'ailleurs à bien écouter l'album Gore ou Diamond Eyes ou encore Koi no Yokon, où là on sent que Vega s'est véritablement imposé dans son jeu de basse, et d'ailleurs leur dernier album Homes le montre encore plus. Et il faut vraiment saluer son travail rythmique, ce groove très particulier et très original dans Deftones. Et il a cette facilité de jouer avec l'espace entre les notes à la manière de Keith Richards des Stones, c'est-à-dire de jouer avec le rythme sans trop enchaîner les notes dans tous les sens. Un homme simple, mais efficace. Et au final, il possède un doigté très décalé, très particulier. Titre! Comment ça, titre? Et surtout, il insiste fortement sur les notes intermédiaires qu'on a peu l'habitude d'entendre. C'est-à-dire qu'il crée un effet de surprise et je trouve ça génial. Voilà pourquoi j'adore ce bassiste. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse découvrir les différents liens dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne écoute. J'en profite pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à vous abonner à la chaîne. Vraiment, merci. Puis continuez de partager la bonne parole musicale autour de vous en faisant abonner votre mamie, votre voisin, vos copains, vos sœurs et votre tonton relou du dimanche. Tiens, je vous fais un petit bisou virtuel